dimensions de ta poésie, par exemple, c'est une réflexion sur l'histoire. Et il me semble qu'elle est depuis le début. Hein, je suis non, mais je voudrais dire une vision prophétique du passé. Alors, mais essayons de la creuser un peu parce qu'elle va, elle se développe loin. Elle a des étapes différentes. Il me semble qu'au début, par exemple, c'est quand tu dis je suis dans l'histoire jusqu'à la moindre moelle. Il y a là une espèce d'addiction, je dirais presque, à la souffrance qui a traversé cette terre, je dis bien. Hein. On voit bien que ce sont les épées qui sont arrivées, en fait, toute une série de choses comme cela. Bon, au bout du compte, à la fin des encarts, si je peux dire, qui scandent les Indes, on aboutit à la relation. Et il me semble que là, il y a quelque chose d'abord qui a une dimension historique qui est à peu près unique quand même à l'époque. Non, mais si on regarde, on peut dire Perse, on peut dire les feuillets d'hypnose de Chartres, mais une vision qui est comme ça, qui emporte, si je peux dire, dans cet obscur dont tu parles, qui emporte une sorte à la fois de houle et de question de l'histoire, il me semble que ça c'est quelque chose qui était propre et qui est un travail de longue houle, de longue haleine. Oui, je suis d'accord, mais il y a une raison, ou il y a plusieurs raisons. La raison, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en Afrique, en Asie, etc., les colonisations dans la Caraïbe ont tenté par assimilation d'extirper de l'inconscient et de la conscience des peuples la mémoire historique. Par exemple, quand j'étais enfant, en cours moyen 2, cours moyen 1, 6e, etc., il y avait un petit livre qui s'appelait « Histoire de la Martinique ». Et ce petit livre avait, je ne sais pas moi, 25 pages. Et c'était purement et simplement la liste des gouverneurs de la Martinique, puis des préfets, après non, il n'y avait pas encore de préfet, c'était avant l'assimilation. Mais la liste des gouverneurs et des... Comment ça s'appelait après? De la Martinique. Ni les conditions dans lesquelles les Africains avaient été déportés dans la Martinique. Ni les conditions dans lesquelles l'exploitation du sucre, du rhum, du cacao, du café, de l'indigo et du tabac était faite en Martinique. Ni un mot sur Saint-Domingue, Haïti ou la Guadeloupe qui était à côté, c'est la même histoire, n'est-ce pas? Donc on a systématiquement essayé de couper les populations, les peuples, de leur mémoire historique. N'est-ce pas? Ce que quelqu'un ne peut pas comprendre ici. Parce que ici, vous dites la guerre de 100 ans. Même si vous avez affaire à un inculte, il sait à peu près ce que c'était. Si vous dites Jeanne d'Arc, il sait à peu près ce que c'était. Si vous dites Verdun, il sait à peu près ce que c'était. N'est-ce pas? Il y a une mémoire historique plus ou moins constituée, mais qui supporte, qui aide les gens dans leur vie de tous les jours, avec des excès. Par exemple, les Français traitaient les Allemands de salboche. Ça, c'est un excès. Mais il y avait une manière de connaître et de vivre la mémoire historique. Nous n'avions pas ça. Il a fallu la recréer. C'est pour ça que je dis que nous avons une vision prophétique du passé. C'est-à-dire que nous avons une vision que nous recréons qui permet de monter dans le présent. Quand j'ai écrit le 4e siècle, qui était mon 2e roman, je n'ai pas imaginé, je n'ai pas inventé,
J'ai écrit tout naturellement, sans penser que j'inventais ou que j'imaginais. J'ai écrit tout naturellement la scène après la libération des esclaves en 1848, la scène d'attribution des noms aux esclaves. Et bien sûr, par des commis excédés qui se demandaient ce qu'ils faisaient là, etc. Et qui donnaient des noms aux esclaves. Et qui donnaient les noms les plus farfelus possibles. Et un d'eux avait une espèce c'était pas un dictionnaire, mais une espèce d'encyclopédie, et il donnait des noms d'antiquité. Il y a des familles Caton, des familles Cicéron, des familles, etc. Il y a des familles Alizée, des familles, etc. Il y a des familles J'en ai assez, il y a des familles J'en peux plus, il y a des familles... Oui, exactement. Eh bien, comment s'appelle la science des noms? L'onomastie. J'ai reçu, 15 ans après, d'extraordinairement sérieuses revues d'onomastique qui toutes disaient, toutes se référaient comme un élément scientifique irréfutable à la scène que j'ai décrite. Il y a l'extrait du IVe siècle dans des revues scientifiques onomastiques. Or, c'est quelque chose que j'ai... Je ne dirais même pas que je l'ai inventé. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça me paraissait devoir être comme ça, point final. N'est-ce pas? Bon. Et là, ce n'est pas l'histoire comme présence de l'histoire. Comme tu as l'air de dire, hein, l'histoire comme choix. Hein? C'est l'histoire comme souffrance, comme manque, comme absence. Et une de mes formules, une de mes descriptions les plus fréquentes est de dire que nous sautons de roche en roche, nous sautons de roche du temps en roche du temps sur la rivière de notre existence. Ce qui était un cas, quand j'étais enfant, il y avait une rivière, on sautait de roche en roche pour la passer. Ça, c'est les roches du temps. C'est-à-dire que notre temps historique n'est pas continu. Il n'est pas harmonieux. Et je dis toujours, nous ne pouvons pas faire la reconstitution cathédralesque et harmonieuse du temps que fait Marcel Proust, parce que notre temps, nous ne l'avons jamais perdu, puisque nous ne l'avons jamais eu. C'est un temps éperdu, ce n'est pas un temps perdu. Et donc, la présence de l'histoire n'est pas une présence, disons, choisie comme perspective. C'est une présence imposée comme situation. Mais on dirait, si je pense aux Indes, par exemple, qu'elle te pose un problème comme folie, si j'ose dire. Et je m'explique tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de folie qui est en fait une raison d'homme, une déraison d'homme qui est raison historique. Et que tu penses qu'en cours de l'histoire, et que, donc, quand tu explores le cours de l'histoire, c'est la transformation de cette folie de déraison en raison comprenant cette folie pour ensuite une autre raison inventive. C'est donc pas simplement une souffrance, c'est aussi la réversion. Oui, oui. Je dis par exemple plusieurs fois quand le cri devient parole. Voilà, c'est-à-dire quand la déraison devient raison. Mais la déraison, c'est aussi, par exemple, le mouvement qui fait que l'appel du large, qui ouvre les Indes, se transforme du fait que cet appel du large est conjoint avec la convoitise.
et que c'est l'appel du large ferait des découvreurs, la convoitise fait des conquérants. Et que c'est parce qu'il y a des conquérants qu'il y a l'extermination des Caraïbes. Et c'est parce qu'il y a l'extermination des Caraïbes qu'il y a l'importation des esclaves. Il faudrait que ce soit des découvreurs, ce que ça n'a jamais été. Il y en a pourtant. Non. Marco Polo, oui. Non, mais non, Marco Polo. Marco Polo il est complètement phagocyté par la faille du gain commercial. Ne me dis pas que c'est des. Ah oui, mais pas sous forme de conquête. Ah, mais non, pas sous forme de conquête sanglante. Mais s'il pouvait berner dans l'achat des soieries les marchands chinois, il le ferait volontiers, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est pas la découverte qui l'intéressait, hein, c'est de faire de l'argent. Mais enfin, disons Pythéas, par exemple, il me semble que tu réserves quand même la possibilité de ce que tu appelles les découvreurs. Les découvreurs sont une vision que nous avons. Je ne connais pas jusqu'ici de découvreurs. Il y en aura bientôt. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Une nouvelle région du monde, dans laquelle nous allons tous entrer, nous allons tous découvrir en même temps, anciens colonisés et anciens colonisateurs. Il n'y aura plus de privilèges des uns par rapport aux autres. Je crois à la vertu de la découverte. Je crois davantage encore à la vertu de l'errance. L'errance qui n'est pas le mouvement colonial de conquête. Mais, donc, les découvreurs, oui. Malheureusement, il n'y a pas d'exemple de colonisation dans le monde qui soit faite sur la base d'une simple découverte. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'exemple d'ouverture du monde. Trois choses, trois dimensions ont été perpétuellement liées en Occident. La découverte, la conquête et la connaissance. D'ailleurs, le vocabulaire le dit. On parle des conquêtes de la science. On parle des découvertes de tel pays. Mais on parle aussi de découvertes scientifiques. Ça a toujours été mêlé. La découverte, la conquête et la connaissance. La connaissance a toujours... Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la connaissance, la valeur de la connaissance n'est plus d'être universelle, mais d'être errante. Parce que la connaissance va de lieu en lieu.